autrefois, aussi la deuxième conférence, je pense qu'il y a beaucoup de contenu que nous donne pour discuter. Et je pense que je ne vais pas le commenter maintenant, mais je vais donner la parole à l'audience publique. Oui, bonjour, merci pour ces deux communications qui sont évidemment au centre de nos interrogations, de nos méthodologies, à savoir la comparaison. J'avais une réaction à l'intervention d'Alain Dikoff, et j'aimerais revenir sur cette question de la polarisation entre théorie et praxis, entre empirie d'une part et approche rationnelle de l'autre. Moi, je crois que c'est une erreur de les opposer frontalement. Il n'y a pas d'approche théorique qui ne soit pas prise dans une praxis, et il n'y a pas de praxis qui n'ait elle-même un fondement théorique. Les deux ne peuvent pas être complètement dissociés. Et je crois que si on ne comprend pas qu'il y a, en fin de compte, articulation à un moment ou à un autre entre ces deux approches, on part sur le risque de croire qu'on a une approche pure dans un sens ou dans un autre. Une approche purement théorique qui produit souvent des textes qui, dans un coin, à la fin, dans conclusion, souvent, eh bien, reviennent sur des considérations extrêmement prosaïques. Je me souviens, Sébastien Le Chevalier, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je me souviens, il parlait du cas en économie de spécialistes qui justement avaient des approches très scientifiques de leur discipline, mais qui, au terme de leur analyse, en venaient à des sortes de vérités de polichinelle, parce qu'ils disaient « Ah, mais c'est étonnant, parce que tout ce qu'on a vu en Chine, c'est exactement comme ce qu'on voit aux États-Unis, mais il y a quand même ces différences-là que j'arrive pas à expliquer, donc ça doit être l'influence du confucianisme ». Vous voyez, ce genre de conclusion complètement maladroite. Et à l'inverse, si on ne va que vers la description du terrain, on est évidemment soumis à une sorte d'aveuglement parce qu'on ne voit pas que dans sa langue même, il y a des préjugés qui font qu'on est orienté dans un sens ou dans l'autre. Donc je me demande, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut éviter de trop polariser ces deux termes, tout comme hier je disais, il faut éviter de trop polariser création et imitation. Merci bien. Vous voulez répondre? En un certain sens, votre réaction m'inquiète pour une raison bien simple. C'est précisément ce que j'ai voulu dire, en fait. C'est-à-dire que j'ai parlé donc j'ai peur de ne pas avoir été assez clair finalement dans mon propos. Ce que je voulais dire, c'est précisément ça. C'est-à-dire que il me semble important que dans une approche de nature comparée, on soit à la fois ancré dans l'empirie et qu'il y ait un cadrage théorique fort. En fait, c'est l'articulation entre les deux qui me paraît très, très importante. Et par ailleurs, donc, en quelque sorte, je déplorais les cas qui arrivent quand même, il faut bien le reconnaître, où alors il y a peut-être de façon sous-jacente une certaine théorisation, mais il y a quand même des cas plusieurs, je ne vais pas citer de travaux particuliers, mais où on a une accumulation de faits, etc., bon, souvent très, très riches sur telle ou telle société, mais où finalement, au bout du compte, on se dit, bon, d'accord, on a appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce que, au niveau d'une montée en généralité, en quelque sorte, qu'est-ce que ça porte fondamentalement? Parce que pour moi, un peu le test, ce serait le suivant. C'est-à-dire que je lis, par exemple, dans le domaine qui est le mien, la science politique, un travail sur une société que je ne connais absolument pas. Si après l'avoir lu, j'ai le sentiment que ça m'apporte quelque chose, je dirais qu'il a réussi son pari. Si j'ai fini simplement en me disant, bon voilà, ok, je sais un peu plus de choses, mais finalement, ça ne m'apporte rien au niveau de la réflexion théorique, je dirais qu'il a loupé son objectif. C'est ça que je veux dire. Et à l'inverse, évidemment, je pense aussi que les théorisations purement abstraites, sauf évidemment dans des domaines très particuliers comme la philosophie ou des choses de ce genre-là, mais sinon, je crois qu'en effet, des théorisations totalement abstraites, bon, je ne suis pas économiste, mais pour ce que j'en entends, c'est quand même la tendance. Bon, c'est vrai que là, on ne voit pas trop non plus ce qu'un non-spécialiste vraiment très pointu dans les algorithmes ou autres
peut en tirer, quoi. Donc là, je dirais qu'il y a aussi évidemment une limite. C'est vraiment c'est l'articulation entre les deux donc je pense qu'on n'est pas en désaccord du tout, qu'il faut favoriser. Mais je dis que c'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Voilà, c'est ça. Oui, je vais répondre à votre question, même si a priori vous ne me l'avez pas posée, parce qu'en fin de compte, votre question, elle est pertinente, y compris quand on travaille sur les villes et quand on est pratiquement géographe. Alors, je pense que votre question, elle est pertinente parce que justement, elle s'inscrit dans cette interface, cette opposition ou cette tension entre je dirais, posture scientifique et pratiquement ce qu'on appelle, nous, le protocole quand on travaille sur la démarche comparative. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous avons un étudiant, parce que je dis nous, parce que nous sommes 2 co-directeurs à diriger cette étude pratiquement sur les villes à l'heure globale et plus précisément sur la thématique de la gentrification. Alors, il y a une question de langue en prenant comme terrain une ville dans le Nord et une ville en Amérique latine. Donc, voilà. Et donc, il faut que le candidat, pour reprendre un peu ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il parle donc le français, puisque la thèse va être soutenue en France, l'anglais et l'espagnol. Donc on demande à la nouvelle génération de parler 3 langues quand on veut faire du comparatisme. Ensuite, la personne a commencé, il va de soi que l'anglais peut ne pas être aussi fort que l'espagnol, ou l'espagnol pas aussi fort que l'anglais. Donc il y a une connaissance du terrain un peu plus approfondie dans un cas par rapport à un autre. Mais le protocole qu'on a essayé, dont on a discuté à 3, parce que c'est à 3 qu'en fin de compte ça permet on avance, c'est en fin de compte, on part avec un questionnement théorique avant de faire de terrain, un questionnement donc qui est susceptible d'être modifié par la suite. On travaille dans un terrain donné. On commence par la ville A. On peut remettre en cause le questionnement, puis peut-être un petit peu le changer. Et la question qui se pose, est-ce qu'on véhicule ce même questionnement dans la ville B? C'est ça le problème qu'on a quand on fait du comparatisme. Alors, pour être très pratique, on va dire dans un premier temps oui, mais, c'est-à-dire on peut véhiculer ce cadre théorique, mais en fin de compte, il faut être assez souple pour pouvoir le transformer, l'amender à partir du travail de terrain. Donc, c'est en permanence qu'on fait ce travail quand on se lance dans le comparatisme. Et ça encore, je n'ai pas parlé des enjeux des traditions scientifiques. Hein. On parle pratiquement des deux. Puisque je parle de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine, je vais reprendre ce qu'a dit mon collègue donc Alain Dieckhoff sur une question de terminologie. Vous avez dit, moi je ne suis pas aire culturelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être c'est mieux géographique. Alors moi je vais vous dire, on a ce problème aussi en géographie, puisque quand on dit l'Amérique du Nord, pour nous en géographie, on associe 3 pays, c'est-à-dire qu'on est le Canada, les États-Unis et le Mexique. Parce qu'on a eu récemment une question, le programme de la GREC est porté là-dessus. Et comme justement j'avais travaillé sur un ouvrage collectif, parce qu'il faut en produire, donc là on avait dit, l'aire régionale, voilà les 3 pays. Mais on a dit, attention, les aires culturelles, le Mexique, d'un point de vue culturel, peut-être s'associe peut-être plus, mieux et plus avec le reste de l'Amérique latine. Donc, on est toujours dans l'entre-deux. Et alors, je pense qu'il faut véhiculer les 2 termes, c'est-à-dire aire culturelle et aire régionale, quitte à nuancer chaque fois le propos. Hein. Effectivement, parce que aire culturelle, c'est assez restreint. Je suis d'accord avec vous. J'aimerais bien complémenter seulement une chose. Je pense que la relation entre théorie et empirique, c'est assez important. Il y a un défi particulier pour nous qui étudions des régions pas européennes ou pas nord-américaines, parce que la plupart de la théorie dominante, c'est travailler sur l'empirie européen ou nord-américain. Et on pense que cette théorie est abstraitement universelle. Vous avez parlé de la piège. Et je pense qu'un grand défi, c'est de chercher de l'empirie des autres parts du monde. Aussi, la théorisation sur autre base. Une apporte, parce que la tradition que au nord, nous faisons la théorie et on va au sud pour obtenir les données et
ensuite, on voit toujours des déficits. C'est les déficits démocratiques ou économiques. On a les normes européennes, nord-américaines, et le reste est déficitaire. Et ça ne marche plus. Je pense que c'est un grand défi entre la connexion entre théorie et empirie. Bon, autre question, s'il vous plaît. Oui, j'avais deux questions pour Cynthia. La comparaison de Valparaiso avec San Francisco m'intéresse beaucoup. Marc Bloch disait dans sa conférence de 1928 qu'il faut comparer des objets synchrones, des sociétés synchrones pour lui. Et effectivement, ce sont deux villes, deux ports sur le Pacifique, etc., qui me semblent tout à fait synchrones. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le danger à comparer deux idiosyncrasies? San Francisco appartient-elle vraiment à l'ère culturelle nord-américaine? Est-ce que ce n'est pas une ville californienne qui a son idiosyncrasie, de même que Valparaiso, port chilien, n'est pas vraiment représentatif non plus de l'ère culturelle latino-américaine. Donc est-ce que, d'un point de vue méthodologique, le fait de chercher des objets synchrones, finalement, ne vous a pas obligé à aller au-delà des aires culturelles? Et la deuxième question concerne la question de la traduction des concepts. Est-ce que, par moment, on n'est pas finalement face à l'incommensurable, comme dit Marcel Détienne, ou comme Barbara Quinsin? Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des concepts non traduisibles? Après tout, ère culturelle ou Europe médiane serait dans ce cas. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux alors, à ce moment-là, se pencher sur le nomadisme des concepts à la façon d'Olivier Christin, ce qu'on avait essayé de développer dans le deuxième atelier préparatoire à ce congrès, et de réfléchir sur comment, justement, sur l'intérêt de voir les concepts changer de sens d'une ère culturelle à une autre? Merci bien. Oui, alors pour commencer, je dirais que le comparatisme, c'est un défi. Je pense que ça a été dit, nous l'avons dit tous les deux. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés et des enjeux que nous ne devons pas aller de l'avant. Parce qu'en fin de compte, ce qui est aujourd'hui important, c'est la connexion, l'interconnexion, la globalisation. On est dans ce monde-là et ce monde postcolonial. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors après, on peut toujours dire, et justement, c'est que oui, d'abord, les villes sont des objets commensurables. Ce sont des mondes sociaux commensurables. Et qu'aujourd'hui, compte tenu de l'importance des villes dans cet espace global, je dirais, on est amené, il nous faut, je dirais, c'est presque impératif, de rendre compte de ce qui se passe. Hein, les économistes nous parlent de la rivalité intermétropolitaine, ou encore des échanges intermétropolitains. Donc on doit rendre compte d'une certaine manière de cet état. Alors, dans le cas pratiquement de la gentrification, ce qui était intéressant, c'est de savoir la question qu'on posait, c'est que face à la gentrification, donc à cette pression sur les marchés immobiliers dans les villes dites attractives, pour des raisons différentes, effectivement, l'attractivité de Valparaiso n'est pas l'attractivité de San Francisco. On est dans deux types d'attractivité. Mais compte tenu de la pression de l'immobilier, compte tenu des flux de capitaux qui circulent et qui pratiquement pèsent au niveau local, puisqu'en fin de compte, ce sont des flux financiers étrangers, hein, des investissements directs à l'étranger, comme on dit. Donc, est-ce qu'il y a des mobilisations locales? Est-ce qu'il y a un mouvement, une dynamique, comme diraient les anglos, bottom-up, pour, en fait, manifester contre cette dynamique, je dirais, du marché immobilier? Et comment se produisent ces mobilisations sociales? Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand enjeu, je dirais, de comprendre, de saisir un petit peu comment se fabriquent, c'est ça l'enjeu théorique, comment se fabriquent les mobilisations locales face aux impératifs globaux. Et en fin de compte, après dire que San Francisco reflète les États-Unis, ça, j'admets très bien la critique ou la remarque, mais l'objectif, c'est pas de dire San Francisco témoigne de ce qui se passe dans l'ensemble des villes américaines. Ça dépend.
il faudra peut-être faire un autre travail de terrain pour voir si les manifestations qui se produisent ont-elles un impact, sont-elles similaires à ce qu'on peut observer, par exemple, je dis n'importe quoi, à Manhattan. Je dirais c'est encore une autre du cas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des spécificités locales, des trajectoires historiques, parce que la trajectoire historique de San Francisco n'est pas équivalente à la trajectoire historique de Valparaiso, on doit s'empêcher de faire des comparaisons. Donc, il faut aller au-delà pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que le local est en mesure de s'organiser par rapport à le global? Je dirais que c'est ça l'enjeu théorique. Alors après, il faut que ce soit ancré dans des réalités, dans des terrains. Je dirais qu'il y a un travail empirique à être fait. Et justement, la difficulté, c'est comment, avant le départ, et c'est ce que disait Berthe, c'est extrêmement important parce que, a priori, je dis bien a priori, quand on travaille sur les villes, ce n'est pas toujours le cas, mais a priori, dans la plupart des cas, le cadre théorique, il est donné par les traditions scientifiques européennes ou euro-américaines. Et en fin de compte, après, on exporte ce cadre théorique dans un autre contexte pour lequel ce n'est pas adapté. Donc l'idée, c'était de dire, d'accord, on part d'un questionnement que l'on fabrique ici en Europe, mais il faut être très attentif au terrain pour savoir dans quelle mesure le terrain va modifier, et sans que pour autant on en déduise que c'est la spécificité du Sud. C'est simplement, ça peut être la variabilité, je dirais. Et ce n'est pas une spécificité du Sud. Et ça devrait nous permettre, peut-être, j'en sais rien, parce que là, le travail commence, de poser la question, est-ce que la question que nous posons, le local peut-il s'organiser face au global, est-ce que cette question est pertinente ou c'est simplement une vision euro-américaine? Voilà, c'est en cours. Merci. Nous avons toujours temps pour autre question. Oui, allez-y. C'est bon. Oui, je voulais vous remercier pour ces exposés. Et je rejoins la remarque de Georges concernant la question des concepts et de la traduction des concepts. Comme disait Norbert Elias, ça joue énormément d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Effectivement, on n'a pas forcément les mêmes concepts. Et la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à lisser les effets de domination scientifique lorsque justement on a ces problèmes de traduction. C'est-à-dire que finalement, si on prend le concept de globalisation par exemple, c'est un concept qui a été introduit aux États-Unis et qui a été imposé au reste du monde. Comme disent les géographes critiques aux États-Unis, la globalisation n'a qu'une adresse, c'est l'Amérique du Nord. Donc, est-ce que dans cette démarche du comparatisme se niche pas des effets de domination scientifique qui font que finalement on va adopter des concepts qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont leur pertinence que localement, hein. Par exemple, comparer deux villes l'une à l'autre. Et puis la deuxième question que je voulais poser peut-être plus en direction d'Alain Dickhoff, c'est l'idée que lorsqu'on étudie des cas, mais c'est une question classique dans les approches qualitatives, et il est vrai qu'on n'a pas en sciences politiques de tradition quantitative en France, en tout cas, pas beaucoup. Mais en même temps, moi je suis aussi, comme un peu Michael Lucan, contre la polarisation, y compris sur le plan méthodologique. Je crois que les deux se complètent. Et la question que je voulais poser, c'est quelle est la validité de l'étude de cas pour monter en généralité, justement. Et notamment, vous signaliez tout à l'heure qu'une des manières de monter en généralité, c'était de se situer à un niveau interaréal. Quand on compare deux concepts, hein, le concept de parti ou de régime, en prenant un cas en Amérique latine et puis en Afrique, qu'est-ce que ça dit sur les régimes africains et les régimes latino-américains, par exemple? Je ne sais pas si...
peut-être aussi sur la question évidemment, ce que vous disiez sur les concepts et la domination scientifique. Je dirais que là, c'est quelque part un éternel problème aussi. Je prendrais évidemment un concept archi connu et central dans la science politique comme celui d'État. Bon, si on peut construire un idéal type de l'État, hein, mais on va construire cet idéal type évidemment à partir d'exemples historiques qui ont existé. Et on est bien obligé de faire le constat que, historiquement, l'État, sous sa forme moderne, est né en Europe occidentale, pour l'essentiel en Angleterre et en France. Ça, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que ça invalide pour autant, par exemple, ce concept ? Ma réponse est non. Une des raisons, elle est toute simple, c'est que cette forme étatique s'est tout simplement universalisée. C'est-à-dire que le monde s'est structuré, politiquement, j'entends, au niveau des relations internationales, si vous voulez, autour de cette catégorie qui est celle de l'État. Alors évidemment, elle n'épuise pas la diversité des sociétés, la pluralité des groupes aussi qui peuvent exister dans ces sociétés, mais en tous les cas, à travers ce concept, je crois que oui, on a le concept d'État est parfaitement recevable, même si il est né dans une ère géographique très très limitée à l'échelle de la Terre, évidemment, qui était celle de l'Angleterre et de la France du 14e, 15e siècle. Mais voilà, il s'est universalisé ce concept. De la même façon, ce à quoi j'ai fait référence dans un autre concept, je crois qu'on peut clairement accepter, même si lui aussi est né pour d'autres raisons aussi dans cet univers-là, qui est comme celui de nationalisme ou de nation. Ben oui, je crois qu'on peut utiliser ces catégories-là parce que tout simplement, les autres acteurs, y compris des acteurs dominés, hein, historiquement dominés, comme évidemment les peuples colonisés, se sont réappropriés ce lexique. Donc c'est une raison, je dirais, suffisante, parce que les acteurs eux-mêmes l'utilisent. Hein, les acteurs eux-mêmes l'utilisent. Donc je pense que le fait que les concepts aient été historiquement situés ne les invalide pas pour autant, même si, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, et c'est aussi ce que j'ai essayé d'une certaine façon de dire, même si évidemment la fréquentation d'autres terrains où précisément ces concepts ne sont pas nés, mais où ils ont été finalement repris, nous permet aussi en retour de les interroger. C'est ça qui me paraît intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plaquer une définition qui pourrait être, par exemple, pour la définition weberienne de l'État telle qu'elle, et voir comment, je ne sais pas, au Malawi, ça fonctionne. Non, évidemment. Mais c'est intéressant de voir que, qu'on le veuille ou non, le Malawi est aussi un État, mais qui va évidemment fonctionner autrement. Ça paraît évident qu'il va fonctionner autrement que l'Allemagne ou que la France aujourd'hui. Et c'est cet aller-retour qui, à mon avis, est intéressant. Alors peut-être que la forme en tant qu'État, par exemple, est complètement vidée de son sens. Il y a d'autres logiques qui fonctionnent. Mais ça nous permet aussi, je crois, en retour, d'interroger ces concepts. C'est à mon avis ça qui est intéressant et que le retour par l'externe, quand je dis l'externe, je veux dire l'externe de là où beaucoup de concepts ont été produits, est intéressant. C'est de réinterroger un petit peu ce type de catégorie, bon, évidemment démocratie et d'autres grands concepts de ce type. Alors, un mot sur la question de l'étude des cas. Je dirais que le choix des cas n'est jamais innocent. Hein. On va choisir des cas, surtout quand on est dans des comparaisons inter-aires, on va les choisir parce qu'on veut chercher on a un objectif, on veut au moins le tester. Alors ça peut être validé, ça peut être invalidé d'ailleurs.
Mais par exemple, sur la comparaison que j'ai pu citer et sur laquelle j'ai un peu travaillé, qui est celle, par exemple, des comparaisons des autoritarismes ou des sorties de l'autoritarisme en Amérique latine et dans le monde arabe, je pense que même si, évidemment, c'est précisément parce que, je dirais que c'est à l'inverse, c'est précisément parce que les cas sont dissemblables à bien des égards qu'ils sont intéressants pour interroger les concepts. Ça, c'est précisément ce que je pense, c'est-à-dire que la distance n'est pas un obstacle, mais au contraire, elle peut être un avantage. Dans d'autres cas, elle peut être un inconvénient, mais ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Donc la sélection des cas, elle est à mon avis, très importante. C'est un moment crucial de la comparaison. Oui, je vais répondre à la question. Traduction, parce que je n'ai pas répondu à la question de Georges. Traduction, alors par rapport au nomadisme des concepts, oui, tout à fait. Ce que je n'ai pas pu intégrer, enfin en parler dans l'exposé, parce qu'on était limité à 20 minutes. Mais quand on parle du nomadisme des concepts, moi je travaille sur, en fait, comment on va l'intégrer dans le travail comparatif. Et dans le travail comparatif, ça suppose la traduction. Et là, on est contraint de faire de la traduction et aller au-delà de la traduction linguistique. Là, on peut prendre beaucoup d'exemples, justement, et ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse passer, en fin de compte, d'une langue à une autre et d'une tradition scientifique à une autre et voir comment, si tu voulais, ça se situe. Et c'est ça aussi une partie du travail comparatif, c'est de rendre compte, de révéler ces différences dans les traditions scientifiques. Il ne s'agit pas d'annihiler ces traditions scientifiques, mais d'en rendre compte. Et ça, c'est une étape importante de la recherche. Et je crois qu'on est contraint aujourd'hui de le faire puisqu'on va vers la globalisation des sciences sociales. Alors, sur l'effet de domination scientifique, moi, je prendrais, et notamment la notion de globalisation. On est tous d'accord, et je crois que tout le monde le reconnaît, que le terme globalisation a probablement été choisi, désigné par les Anglo-Américains. Mais ce qui est intéressant, c'est quel est le sens, et c'est pour ça que je parle de traduction, parce que je travaille aussi là-dessus, c'est quel est le sens que donnent soit les différentes nations, soit les différentes villes, soit les différents États, ou les différentes sociétés à cette notion. Par exemple, c'est ce que j'ai dit dans l'exposé, nous, la langue française est très riche, nous avons deux termes, nous avons globalisation et nous avons mondialisation, et nous apportons des nuances. Quand je suis avec des Anglo-Américains, moi j'explicite, en fin de compte, les nuances que nous apportons. Donc ça, c'est un point important et j'espère un jour me retrouver dans une situation où, en fait, les Chinois nous expliqueraient exactement qu'est-ce que ça veut dire pour eux, comment ils l'ont compris, intégrer la globalisation. Parce que globalisation, si les Anglo-Américains l'ont utilisé en premier, en fait, c'est le monde anglo, je dirais le monde anglo, parce qu'ils étaient les premiers à dire, oui, nous allons déréglementer, déréguler, parce que c'était comme ça que tout a commencé, on doit déréguler pour pouvoir permettre à ce capitalisme de fonctionner sur des modes différents, notamment avec la révolution numérique. C'est la révolution numérique qui a en grande partie contraint, je dirais, les États à déréguler. Aujourd'hui, on parle d'idéologie néolibérale, mais à l'époque, on disait dérégulation. Donc, c'est un point important. Et ça a pris une intensité très forte à partir du moment où il y a eu l'universalisme du capitalisme. Et ça, c'est pratiquement inédit. C'est la chute du mur de Berlin. C'est devenu universel. Après, il y a des variantes. C'est-à-dire que la Chine, c'est le capitalisme, mais ce n'est pas exactement le capitalisme à la mode, je dirais, anglo-américaine, par exemple, ou certains diraient anglo-saxon. Il y a des variantes nationales. Mais ça ne veut pas dire qu'au départ, il y a un concept qui émerge dans un contexte donné. Après, on parle de nomadisme. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des traductions qui se font. Et c'est cette diversité de traductions que les sciences sociales doivent donner à voir, doivent montrer. Et ça nous permet d'aller à l'encontre d'une théorie qui a été très forte à un moment donné sur l'uniformisation du monde. Et justement, tout ce travail que l'on fait, notamment le travail comparatif, peut nous permettre, le comparatif, de dépasser cette simple idéologie de l'uniformisation. Et justement, ce que vous disiez de l'américanisation. Il y a 20 ans, c'est ce qu'on croyait. On croyait que la globalisation, c'était ça. Or, on voit de compte que la diversité, elle est là. Et voilà un des objectifs du comparatisme. Merci bien. Un bref commentaire, peut-être un collègue, Andreas Schädler, qui vit au Mexique, il a fait une
site website qui appelait les intraduisibles. Tous les concepts, les mots, les expressions qui sont traduisibles mais qui perdent part de son contenu à travers des allemand, français, anglais, chinois, bien sûr. Et c'était un projet lié un peu à comité des méthodes et concepts de IPSA. Et oui, et c'est abandonné, mais je pense qu'on doit reprendre cette notion peut-être et réellement faire de cela un travail collectif entre tous pour avoir la richesse. Parce que la traduction, ce n'est pas seulement un problème, c'est aussi une richesse pour la science globalisée. Ensuite, oui. Une demi-seconde, parce que c'est ce que vous dites. Mais dans cet esprit, il y a eu la publication il y a quelques mois, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu ce livre, un livre dirigé par Pierre Legendre qui précisément fait cela. C'est-à-dire qu'il y a différents... il a demandé à 7-8 auteurs à partir de leur langue, c'est-à-dire le turc, le persan, l'arabe, j'ai plus tout en tête, de traiter des mêmes concepts, c'est-à-dire démocratie, État, contrat, je me souviens plus de tout, danse, je crois, enfin il y a des choses aussi, tout n'est pas politique. Et c'est justement très intéressant parce qu'on voit ces différences, quoi, comment la même idée finalement s'exprime différemment, comment on a dû parfois créer des mots parce qu'ils n'existaient pas pour dire ces choses-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste... Oui, je pense que cette alture, on doit l'organiser comme wiki parce que c'est tout le monde qui peut contribuer. Ensuite, j'ai une question pour le temps. Je pense que s'il y a une question, deux questions. Est-ce que nous avons toujours temps pour le faire ou il faut faire la pause maintenant? On peut prendre les deux. Ensuite, si les deux questions sont un peu compactes, on prend les deux questions ensemble et on a une dernière ronde de réponses. Rapidement, merci beaucoup Damien Hirard, donc l'Université d'Evry-Val d'Essonne. C'est très intéressant de toute façon de confronter ces deux notions de comparatisme, hein, parce que ce qui est important peut-être aussi, ce serait de parler de transfert culturel. Je pensais à ça parce que le transfert culturel a été, Michel Espagne l'a aussi défini en grande partie contre, mais une certaine forme de comparatisme. C'est le comparatisme un peu des histoires littéraires nationales. Et c'est effectivement un véritable problème en disant j'ai un texte de Goethe, je vais montrer que c'est très allemand, j'ai un texte de Victor Hugo, je vais montrer que c'est très français. Ce que j'ai trouvé très intéressant chez vous, c'est justement de renouveler cette notion de comparatisme en tenant compte du post-colonial, en tenant compte d'un certain nombre de notions qui ont émergé aujourd'hui. Peut-être que ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, en tout cas peut-être laisser comparatisme, mais peut-être voir si on ne peut pas le formuler autrement, en parlant d'une nouvelle forme de comparatisme. Et je pensais à quelque chose, certains historiens, par exemple Michael Werner parle d'histoire croisée, et j'ai entendu tout à l'heure le terme croisement, que je trouve très intéressant, et dans un article sur l'histoire croisée, il parle d'une comparaison asymétrique. Et donc ce qui est intéressant, c'est avant même d'effectuer une comparaison, on peut se demander si on ne peut pas s'interroger sur le caractère asymétrique de cette comparaison. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on relativise déjà ce qu'on va comparer, et je pense effectivement que l'idéal type, c'est très important. Mais je pense que l'histoire du transfert culturel, on peut encore le développer, parce que vous parliez tout à l'heure de certains concepts comme globalisation, qui sont utilisés dans d'autres pays. C'est aussi une forme de transfert culturel, c'est-à-dire qu'on s'approprie une notion, et ensuite on la transforme. Et c'est les transformations de cette notion qui sont très importantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je passe la parole à Fiona. Merci bien. Dernier commentaire. Alors moi, le dernier commentaire concerne la remarque sur la transitologie et le doute sur les aires pas culturelles, les aires sans adjectif. Alors moi, j'observe aujourd'hui le travail au sein du GEDER, l'Europe médiane, de notre incapacité de parler de certaines situations, même pour les 3 pays principaux, la République tchèque, Pologne, Hongrie, en général. Parce que les différences sont tellement flagrantes au bout de 25 ans que tout ce qu'on dit est faux pour les 3. Donc je ne crois pas du tout à la vérité de la transitologie, personnellement. J'ai la faiblesse de croire que tout ce qu'on dit pour les 3 aujourd'hui est faux. Et je pense que l'idée de dire il y a les grands
concepts comme la démocratie, ou comme l'état de droit, ou comme la société civile, et on va étudier ça pour les trois, est vrai, parce que au Congrès mondial de sciences politiques cette année à Montréal, où j'ai observé beaucoup de spécialistes de tous les pays analysés, je me suis dit, tiens, je vais prendre pour la France l'abstention, la corruption et la force ou la faiblesse de la société civile, mais c'est jamais analysé pour la France, c'est toujours analysé pour les pays d'Europe post-soviétique. Pourquoi ? Juste parce qu'on a l'habitude d'interroger que ces pays-là. Or, ce serait intéressant d'interroger les mêmes concepts pour, par exemple, la France. Donc, j'ai fait le fou du roi, mais j'ai envie de le faire parce que je trouve que ces grands concepts qu'on interroge en sciences politiques sont de plus en plus faux pour les pays que je connais. Je connais intimement quelques-uns. Et j'estime que ce que je lis sur la transitologie est de plus en plus faux. J'aimerais votre réaction. Merci bien. D'abord, je crois que la transitologie est finie. Je pense. Je veux dire par là que elle a encore une fois, me semble-t-il, apporté quelque chose, mais pour une période bien précise, hein, qui était celle de la décennie 90, début 2000. Après, on est passé à autre chose. Hein. Je dirais, elle nous a permis, me semble-t-il, hein, d'expliquer, de comprendre comment on pouvait sortir d'une situation, alors qui d'un côté était une situation, enfin pour l'Amérique latine, qui était une situation d'autoritarisme, ou pour certains pays de l'Europe du Sud d'autoritarisme, et comment on pouvait rentrer dans une logique de démocratisation, de pluralisation, et de l'autre côté, enfin je veux dire de l'autre côté du rideau de fer, comment on pouvait sortir du totalitarisme et rentrer aussi dans une logique de pluralisation. Et je pense que ça, à mon sens, encore une fois, la transitologie, les transitologues nous ont été utiles. Mais aujourd'hui, vous parlez de la situation d'aujourd'hui, on est 25 ans après quasiment, enfin même exactement. Donc là, maintenant, on est dans autre chose. Hein. Donc là, les outils que Schmitter ou d'autres ont pu nous donner, évidemment, ils n'ont plus de pertinence pour aujourd'hui, mais ce n'était pas l'objectif. Hein. Il ne faut pas continuer à les utiliser pour essayer de comprendre aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, 25 ans après, c'est tout à fait clair qu'on est dans un autre contexte et que c'est d'autres types d'outils qu'il nous faut utiliser. Sur ce que vous dites là, sur les questions d'abstention et tout ça, pour moi, ce que je connais, par exemple, sur les questions d'abstention, on a des travaux qui ont été faits sur la France aussi. Hein. Au CEVIPOF, il y a quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans sur les questions d'abstention, sur les modifications. Donc je dirais que c'est pas, ça me paraît un faux procès de dire qu'on ne regarde, je dirais, qu'on interroge les sociétés, disons, post-communistes, pour faire vite, à travers l'abstention, la société civile uniquement, et qu'on ne le fait pas pour par exemple, les pays d'Europe de l'Ouest. En tous les cas, pour la France, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Alors la question plus large, au-delà, enfin ce que j'entends aussi dans votre question, mais là, je pense que c'est peut-être une question de différence, pour le coup, de discipline. Mais moi, je pense que si on veut rentrer vraiment dans une logique de comparaison, on ne peut pas faire l'économie de concepts qui dépassent les sociétés particulières. Sinon, on ne pourra jamais faire de comparaison. Et ça, alors c'est peut-être un tropisme de sociologue ou de politiste, mais encore une fois, on peut ne pas le faire. On peut considérer que c'est peut-être pas intéressant. Après tout, je suis prêt à entendre cet argument. Mais si on considère, ce qui est mon cas, et évidemment ce qui est certainement le cas de la corporation, entre guillemets, que je peux représenter, en tous les cas à laquelle j'appartiens, si on veut faire de la comparaison, on ne peut pas faire l'économie de concepts qui dépassent les sociétés particulières. Oui, pour revenir aux deux derniers commentaires, je dirais rapidement, je vous remercie d'avoir indiqué qu'en fin de compte, là, ce que nous proposons, enfin du moins ce que je propose, c'est quand même une nouvelle forme de comparatisme.
On n'est plus du tout dans le comparatisme du XXe siècle, qui était assez structuré, figé. Et je pense, je n'ai pas eu le temps de l'exposer dans le PowerPoint, c'est qu'en fin de compte, quand on prend distance par rapport au XXe siècle, c'est que je ne pense pas que, c'est du moins comme ça que je travaille, qu'on est obligé de revenir à la notion d'idéal type de Weber. Vous voyez, là, je pense que comme on est dans un monde postcolonial, je dirais que c'est beaucoup plus difficile, en fin de compte, à penser sur ce mode-là. Donc, ce serait mon point de vue. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas développé, mais ça fait partie des différences avec le XXe siècle. Et par rapport aux thématiques, justement, à utiliser en sciences politiques, enfin, moi, je ne suis pas en sciences politiques, mais je suis en géographie. Mais pour ceux d'entre nous qui travaillons sur l'espace global, ce qui nous paraît très important, bien entendu, il y a l'État, il y a les acteurs globaux. Et il y a la société civile. Donc ça, c'est effectivement, que tout à l'heure je vous parlais, on est très sensibilisé par les mobilisations sociales de la société civile. J'ai oublié de dire de la société civile, justement à l'encontre de cette gentrification et cette pression sur les marchés immobiliers dans les villes. Donc effectivement, société civile, c'est aujourd'hui incontournable. Merci bien.